on est sur un changement de paradigme. Tout le monde analyse le fait qu'aujourd'hui, au niveau des RH, génération Z, génération Y, rapport au travail, la promesse sociétale de sois un bon élève, aie le bon diplôme, rentre dans une bonne boîte, sois loyal et travaille bien, tu auras un travail toute ta vie, ça pète. Donc ça, ce changement de paradigme sur le rapport au travail, il est extrêmement analysé, extrêmement étudié. Mais il y en a un autre qui passe un peu en dessous du tapis, qui est le changement de paradigme sur l'individu par rapport à la communauté. Aujourd'hui, le pacte social est rompu. On le voit avec la montée des extrémismes, la montée de l'abstentionnisme, les vieux qui meurent seuls dans leur cave, les jeunes qui sont dans les cours avec personne pour les surveiller. On ne va pas refaire les tabloïds, mais on sent bien tous qu'il y a quelque chose de brisé sur le lien social. Et donc, on a l'émergence d'un besoin d'avoir une case intermédiaire entre la société dans son ensemble, supervisée par l'État, et l'individu. Et ça, cette émergence, au-delà des clubs de foot, de supporters de foot, il y a moyen de la relier dans l'ensemble des domaines de la vie. C'est ce qui est au centre pour moi de l'émergence du développement du logiciel libre. C'est également ce qui est au centre de l'émergence depuis une vingtaine d'années de ce qu'on a appelé la société citoyenne. Aujourd'hui, cette tendance, elle arrive dans la sphère entrepreneuriale. Et je suis l'un des militants de l'apparition d'une société entrepreneuriale au sens de l'étape d'après, la société civile. Et ça, le cœur de changement, qui relie le premier changement de paradigme avec le rapport à l'individu dans le cadre d'un contrat de travail ou des choses de ce type, c'est cette notion de communauté. Communauté est malheureusement un mot qui a été très galvaudé, on pense tout de suite aux années 70, à Woodstock. Non, une communauté à la base, c'est un rassemblement d'humains avec une structure, une organisation, un lien entre les gens, un lien émotionnel et un lien opérationnel. Tu ne peux pas aujourd'hui concevoir un business, quel qu'il soit, sans prendre en compte l'ensemble de tes parties prenantes, tes salariés, tes associés, comme une communauté qu'il faut gérer, tes clients comme une communauté. Il y a 30 ans, 25 ans, plus qu'une partie prenante, il y a des mécanismes, il y a des méthodes, il y a des outils pour structurer et créer et maintenir un lien communautaire. Il y a 25 ans, on a vu apparaître, c'était la grande mode, je ne sais pas si tu te souviens, des clubs d'utilisateurs. Le club des utilisateurs de Porsche, le club des utilisateurs de je ne sais pas quoi. Espresso. D'espresso, exactement. C'était une démarche qui était encore très embryonnaire et qui ressemble un petit peu au point de fidélité de ton compte bancaire dont tout le monde se fout pour gagner une cafetière. Sauf qu'en parallèle, on a vu émerger par la montée en puissance d'Internet puis des réseaux sociaux, on a quand même aujourd'hui un retour d'expérience de plus de 10 ans, que ce soit les communautés de jeux en ligne, les communautés de fans de musique, les groupes Facebook, d'outils intelligents, de méthodes, de liens humains, de manières de créer et de densifier ce lien humain. Il est temps que cette expertise revienne dans la sphère business. Et c'est en train de revenir par plein de moyens diffus. L'émergence du crowdfunding, par exemple. Le retour d'expérience du crowdfunding, c'est quoi? On commence déjà à avoir un peu de recul. On nous a vendu la promesse, je te mets ton projet sur la plateforme, il y a plein de gens qui se passionnent dessus, tu as 1 million d'euros sur la table. Qu'est-ce qu'on observe réellement? On observe réellement que quand tu as une communauté, d'une manière ou d'une autre, qui préexiste, ton opération de crowdfunding est un succès. Quand il n'y en a pas, ça ne marche pas. Si on prend l'exemple des opérations de crowdfunding de jeux vidéo, le petit studio très motivé qui arrive, personne ne connaît, qui lance son projet en demandant 30 000 $, il récupère 10 000 $. Le gars qui arrive en disant, vous vous souvenez, il y a 15 ans, vous avez joué des centaines d'heures sur Monkey Island, c'était moi, et là maintenant je monte mon studio, je fais un jeu, il demande 30 000 $, il a 2 millions. Et les opérateurs de crowdfunding aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils te disent quand tu lances un dossier? Non, n'utilise pas juste notre plateforme après avoir pris les sous de tes amis, de ta famille, tout ça. Demande-leur de mettre par la plateforme pour amorcer la pompe, pour montrer qu'il y a un élan. Il y a bien une reconnaissance du fait qu'avoir un existant, qu'avoir des gens qui te connaissent. On parlait en off-micro de Backpack et Madines. Évidemment, quand tu as déjà une légitimité, une population, une audience, tu as quelque chose sur lequel bâtir. Tu n'es pas, j'ai une idée, je vais envoyer des sous dans AdWords pour essayer de créer un lien factice avec des gens pour les convaincre de me lâcher de l'argent. Tu es bien en train de créer du lien humain. Il y a quelque chose de très intéressant dans notre époque, c'est qu'on revient, on se recentre sur le lien humain. On sort de 40 ans où on nous a expliqué que le business, le management, c'était des tableurs Excel, qu'il fallait tout déshumaniser. Nos chargés d'affaires bancaires changent tous les 2 ans pour ne pas avoir, dixit, le temps de créer un lien personnel avec leurs clients. Et moi, ce que je trouve fabuleux dans la période qu'on vit, c'est qu'on est sur le retour de légitimité et de valeur du fait de créer un lien humain. D'avoir un smartphone et de publier sur les réseaux sociaux, de pouvoir avoir plusieurs activités professionnelles, tout le dialogue sur tout le monde sera prochainement soit entrepreneur, soit auto-entrepreneur, en complément ou à la place d'eux, et c'est nécessaire. Il y a un retour de l'humain qui prend son destin par rapport à la structure, et il y a l'apparition de nouveaux types d'entités, ou en tout cas une extension de nouveaux types d'entités. On peut citer l'expansion du nombre de scopes qui sont créés.
C'est quand même très symbolique aussi, des coopératives qui commencent à monter. On ne parlait pas il y a 15 ans des scopes ou des SKIC ou équivalents. Aujourd'hui, on voit des articles paraître sur une scope, ce n'est pas forcément 3 pecnos dans un bureau, il y a des scopes de 3000 personnes. Il y a des changements très intéressants qui sont en train de se faire. Si tu deviens une entreprise plateforme, prenons tous les travers du capitalisme effréné. Sociétaux, des salariés de grands groupes qui se suicident, on a quand même un truc qui ne marche pas, quoi. C'est environnementaux, liés à l'emploi. Ah, la boîte, elle fait des bénéfices. Non, mais on va quand même licencier la moitié de l'effectif parce que ça fera plaisir aux méchants fonds de pension californiens. Oui, mais derrière, ce n'est pas des méchants fonds de pension. Derrière, c'est des retraités californiens. Derrière, il y a des hommes, il y a des gens. Il y a une question d'évangélisation, il y a une question de transmission de l'information, de formation. Tu prends 1000 retraités californiens dans une salle, tu leur parles, tu fais une soirée, une journée, un séminaire, tu as le temps de parler avec chacun, et à la fin, tu leur demandes est-ce que vous êtes prêts à accepter de faire 10% de moins de bénéfices en échange du fait que ça crée des emplois et tout. Tu crois vraiment qu'ils vont répondre non? Sauf que c'est un jeu facile de dire il y a l'entité, c'est la méchante entité. C'est la même chose quand tu vas voir les administrations. Si tu parles de l'URSSAF, si tu parles du fisc, tu vas dire c'est des connards. Maintenant, tu vas au guichet, tu parles à des vrais gens, c'est des humains en face. Tu leur parles comme des humains et pas comme des chiens. Les mecs, ils vont t'aider, ils vont essayer de t'expliquer ce qu'ils peuvent faire. On revient à un lien humain. Et ce que je trouve important, et le mouvement dans lequel on s'inscrit, que ce soit par le coworking, par l'open accélération qu'on fait sur DojoBoost, par les événements réguliers qu'on fait gratuits, etc., c'est qu'on redonne de la valeur au lien humain. C'est pas le mot communauté pour faire joli, etc. C'est communauté au sens groupe d'humains qui s'entraident, sur lesquels il y a une entité centrale ou N entités extréma-locaux qui sont là pour tirer un peu ou pour mettre un peu de cadre au fait que les gens se parlent, réfléchissent et se mettent à agir ensemble. Et c'est ça qui est passionnant. Il y a une énorme différence entre quelque chose qui met la communauté au centre et un service qui utilise les gens pour réduire les prix ou briser un monopole. Uber contre les taxis, Airbnb contre les hôtels. Ouais. Quand tu te construis en opposition, ça te donne une simplicité stratégique et marketing et de communication. Mais tu ne construis pas, tu ne fédères pas des gens contre. Tu fédères une foule en colère, mais tu ne construis pas en utilisant la force des gens. Une communauté se construit sur des valeurs positives. Une démarche d'économie collaborative comme Uber ou Airbnb se construit d'abord sur un projet de briser un monopole, de réduire des coûts et des choses de ce type. C'est là-dessus que ça prend, c'est là-dessus que ça se répand. Et ensuite, ils vont essayer de mettre un aspect communautaire. Est-ce que tu as déjà, je suppose que tu utilises Airbnb comme énormément de gens, est-ce que tu as déjà créé un lien humain ou maintenu un contact par Airbnb avec les gens chez qui tu as loué un appartement? Le jour où tu renommes direction des ressources humaines, direction de la communauté interne, et tu mets les outils, les process, le mindset qui va avec, c'est plus, j'ai demandé à la DSI de faire un intranet, s'ils posent des photos de chat, ils ne me feront pas chier à demander des augmentations. C'est pas le même mindset. Hein. Direction des ressources humaines est un mot horrible. C'est un mot qui frôle le point Godwin, honnêtement. Direction de la communauté interne n'a rien à voir. Pas la communication interne, la communauté interne. Et c'est là où je te rejoins sur l'émergence du schéma communautaire, de la communauté en tant qu'asset central. Parce qu'au fond, derrière, avec cette communauté, ça correspond à la fidélisation client, ça correspond à une réduction du turnover des ressources humaines. On y retrouve des liens vers les tableurs Excel de ces gentils messieurs en gris avec des lunettes cerclées de métal. Sauf que ce n'est pas la même logique de créer un lien humain et de construire le business dessus que de créer du business en n'en ayant rien à foutre de l'humain et après de mettre une couche marketing sur l'humain. Et c'est là-dessus que des démarches comme la nôtre, des démarches comme la tienne, des démarches innovantes d'approche sociétale, d'approche de la construction du lien entre les gens pour faire du business sont fondamentales. Et pour revenir au Dojo Canva, c'est pour ça que ce Mission People Fit est aussi important. Quand tu me demandes de l'argent, tu ne me demandes pas de l'argent. Tu me demandes de rentrer dans la communauté des stakeholders de ton projet. C'est pas la même chose. Et d'ailleurs, quand tu vas essayer de faire de la lèche pour avoir de l'argent, ça marche pas. Qu'est-ce qui déclenche le fait que les gens mettent de l'argent? Il déclenche quoi? Quand tu lis les analyses des business angels, des VC, ils croient dans l'équipe, ils croient dans la mission. Tu as déjà vu un gros business angel ou un VC faire un gros chèque en disant ouais, ok, cette boîte elle sert à rien et cette équipe je la sens moyen, mais le business a l'air intéressant. Ça marche pas, ça n'existe pas. Et à un moment, il faut lever le voile, il faut bien dire, c'est pas une couche superfétatoire de communication et d'enrobage marketing, la mission. C'est la vraie raison pour laquelle tu vas convaincre quelqu'un
soit de te rejoindre en associé, soit d'investir dans ta boîte, soit en tant que journaliste, de parler de ton projet, de faire de la com gratuite. C'est au cœur.